Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je sais combien de David. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Tu es venu présenter au Sécure sur l'intelligence artificielle, un peu le cheminement que Trend Micro a utilisé pour l'intégration du Gen AI dans ses outils. Tu as expliqué le paysage, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder et comment faire évoluer les choses. C'est un beau paysage. Je vais creuser des éléments un peu plus spécifiques parce qu'on a quand même eu l'occasion d'en parler dans d'autres occasions. Et j'ai beaucoup aimé la conversation plus récente qu'on a eue sur le fait justement que l'entraînement du AI et Gen AI est très importante et même fondamentale à la qualité du produit lui-même qui en est. Et tu me mentionnais justement que dans ce que tu fais, tu testes justement pour s'assurer que l'entraînement a été fait correctement. Oui. On utilise, en fait, il y a plusieurs éléments. On a le prompt engineering qu'on utilise, mais on a aussi le fine-tuning des modèles fondamentaux qu'on utilise. Donc, ça, on a une série de prompts ou de questions. Puis, on connaît la réponse qu'on devrait avoir. Donc, on peut vérifier automatiquement, si les résultats sont toujours bons. Parce que avec les modèles de langage, on peut faire souvent la même requête et avoir des résultats différents. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de tests. Puis, il faut ensuite faire le fine-tuning, soit via le prompt engineering ou réentraîner le modèle, refaire le fine-tuning du modèle qu'on a choisi. Ça nous permet aussi de tester plusieurs modèles en parallèle parce que ça évolue dans le temps. On pense qu'il y a une durée de vie des modèles. On l'a vu avec l'évolution en 2023, la panoplie de modèles open source qui sont sortis après que Meta a sorti Llama. Il y en a eu une panoplie. Puis il y en a encore on a vu Claude 3 qui est sorti la semaine passée. On a la série Mistral aussi et autres. Il y en a des centaines. Si on va sur Hugging Face, il va y avoir des centaines de language models. Pas juste le bon vieux GPT que les gens connaissent. Ouais, ben ça a été popularisé par ça, puis ça a créé un engouement, puis ce qui a amené l'industrie, justement, puis notamment vous autres, à aller là-dedans. Mais l'analogie que j'aime bien par rapport à ces modèles-là, justement, comme tu mentionnes, c'est comme des pneus. Faut les changer régulièrement parce qu'ils s'usent, sont plus bons, donc il faut aller ailleurs. Donc, justement, on a plusieurs éléments. Et chaque type de pneu a des qualités différentes, justement, pour nous amener dans des zones différentes. On a des pneus d'hiver parce qu'on est au Québec, mais il y a aussi des pneus d'été avec des pneus qui sont de différentes qualités qui peuvent avoir des propriétés particulières. Donc, les modèles de Gen AI ont exactement ce même genre de caractéristiques-là qu'on pourrait, l'analogie, en termes d'analogie. Et effectivement, il faut tester ces éléments-là pour vérifier ce genre de choses-là. Puis, comment vous autres, vous testez, justement, de donner un exemple, vous testez plusieurs modèles en parallèle pour avoir les résultats et quel genre d'activité qui est faite justement pour arriver à ce genre de test-là, qui est, à mon sens, pour le savoir un peu, c'est comme des unit tests en prog classique, mais il y a peut-être des caractéristiques un peu plus différentes par rapport au AI. En fait, les foundation models, les modèles de fondation, ce sont des modèles généralistes. GPT 3.5, 4.0 ou Llama 2, ce sont des modèles généraux. Donc, ils ont pris des milliards de textes, sur tous les sujets. Et nous, on est une compagnie de cybersécurité, donc on doit faire le fine-tuning, donc l'entraînement, si on veut, mais sur la cybersécurité. Donc, on doit amener des connaissances de cybersécurité plus pointues pour en faire comme un médecin généraliste, mais l'amener quelques années d'études, puis faire en sorte qu'il devienne un spécialiste, un modèle spécialisé. Donc, on va faire une version de Llama, de Claude ou de Mistral, mais qui va être spécialisée en cybersécurité. On va amener des données, des connaissances sur le risque, si c'est le risque
qu'on gère dans l'application. Si c'est un système XDR comme mon système, il va avoir du detection and response, il va avoir de l'incident response, puis ainsi de suite. Donc, on va aller chercher ces connaissances-là et on va entraîner le modèle de base pour qu'il devienne un spécialiste en cybersécurité. Ah, c'est intéressant justement que vous partez d'un modèle de base pour l'amener dans un contexte de spécialisation. Et par la suite, justement, ce degré de spécialisation-là nous amène comment justement vérifier que lui-même, puis notamment n'hallucine pas ou fasse des choses, parce que tu le mentionnais clairement en sécurité, on n'aime pas les hallucinations, mais là, vraiment zéro. Puis justement, ce que tu me mentionnais hors d'onde, je pensais pas que le seuil de tolérance était aussi faible que ça, puis clairement, il est vraiment proche de zéro en termes d'hallucination, là. En cybersécurité, comme on parlait, c'est l'équivalent, c'est le false positif. Le faux positif, les spécialistes en cybersécurité ont une faible tolérance pour ça. L'hallucination, c'est l'équivalent dans le domaine de l'IA générative. Donc, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ont une réponse, ils vont s'être servis, par exemple, 17 fois de l'IA générative. Ils ont reçu une mauvaise réponse, puis pourtant, ça le dit, c'est de l'IA générative, un peu comme dans ChatGPT, il y a des disclaimers qui disent c'est de l'IA générative, donc tu devrais vérifier si c'est correct. Si c'est pas correct une fois, eh bien, on l'utilise plus. C'est fini. Donc, et pourtant, tous les vendors, je parle avec mes collègues de Microsoft et de d'autres security vendors et ils voient ce pattern-là. Donc, ils pardonnent pas. Oui, c'est fascinant parce qu'en même temps, dans la vraie vie, nos collègues, on devrait avoir si on avait le même niveau d'exigence de nos collègues, on aurait beaucoup de difficultés à travailler avec nos collègues parce que il est très rare qu'on a, en tant qu'humain, ce degré de performance. On est nous-mêmes un peu du génératif AI. De temps en temps, on prend quelques raccourcis. Je vois qu'on hallucine parce que là, ça a une connotation un peu avec de la drogue dans le cas de l'humain, mais parfois, on va inventer des réponses parce qu'on ne connaît pas vraiment justement la réponse. Puis c'est un peu où la zone que je trouve particulière, qu'on n'a pas de tolérance quand c'est la machine, mais on a une tolérance quasi extrême quand c'est l'humain, là. Oui. On n'utilisera pas le mot en B. Mais il y a des consultants souvent qui vont faire de la B. Notamment, oui. Je sais que je recevoir quelques tomates en affirmant ce genre de choses-là, mais bon, avec le temps, j'ai un bon bouclier à tomates, fait que je m'en sors quand même pas si pire par rapport à cette situation-là. Disclaimer, tout ce que je dis ici n'implique pas Trend Micro, il n'implique que la personne qui parle. Oui, effectivement, c'est un très bon rappel de cet élément-là. Mais il demeure qu'effectivement, dans ce genre de situation-là, c'est ça qui est intéressant en même temps, mais du niveau AI, puis c'est allé très loin. Puis j'avais une autre facette très intéressante que je trouvais par rapport à ce que tu me mentionnais, puis tu l'avais fait dans ta présentation, c'est que il y a 3 types d'utilisation du AI. Et de ces 3 types-là, vous choisissez, puis vous-même, en tant qu'organisation, vous faites des choix qui sont cohérents. Fait que vous ne, pas parce que vous avez une équipe comme la tienne qui développe que tout ce qui est l'utilisation du AI passe par du développement interne. Des fois, il y a d'autres facettes. On est une compagnie privée, puis moi, je suis product manager, donc il y a une notion de coût. On peut être un producteur, un fine-tuner ou un consommateur. Donc, le producteur, on va créer un modèle de fondation à partir de zéro, à partir de données qu'on collecte, d'informations sur la cybersécurité. On pourrait créer un modèle fondamental sur la cybersécurité. Mais là, ça, c'est entre 200 000, si tu es chanceux, et 2 millions de dollars et plus. OK, parce qu'il peut arriver des erreurs, il peut arriver donc, tu dois recommencer, tu dois payer tous ces GPU-là, OK, chez OpenAI, Azure, Google Cloud, whatever que tu choisis, ou Amazon. Je veux
Je veux pas oublier le partenaire. Donc, et tu dois faire l'entraînement. Ça va te coûter à peu près 2 millions de dollars pour faire un foundation model. Ou tu prends un modèle existant qu'on peut faire le fine-tuning, comme GPT 3.5, tu peux faire le fine-tuning, bien sûr, tous les open source. Et là, ça va coûter beaucoup moins cher en temps de GPU, en coût de GPU, à prendre tes données de ton domaine. Ça peut s'appliquer au domaine médical, au domaine n'importe quel domaine, et faire le fine-tuning. Et l'autre, on fait pas de fine-tuning du tout, on fait pas d'entraînement, et tout ce qu'on fait, c'est utiliser les API d'OpenAI ou de Hugging Face ou de n'importe quel autre provider d'AI. Et on va juste mettre du prompt engineering, puis il y en a même qui mettent rien. Et là, ça va coûter absolument, ça va coûter ce que les tokens d'OpenAI. C'est pas cher. Fait qu'il faut que tu choisisses dès le départ, est-ce que je suis un producteur, un fine-tuner ou un consommateur, tout simplement. Et c'est ça nous, on a décidé de faire. Et là, à la vitesse que ça va dans ce domaine-là, on a vu il y a des percées, des nouvelles techniques d'optimisation, des nouveaux modèles qui sortent aux 2 semaines. Ça vaut peut-être pas la peine d'investir 2 millions parce que dans 6 mois, ton modèle, il va être déjà désuet. Il va déjà avoir des meilleurs modèles de fondation, puis ainsi de suite. Donc, t'es mieux d'en utiliser plusieurs, faire le fine-tuning, comparer tout le temps, créer des benchmarks à l'interne avec ton knowledge, questions-réponses, évaluer les réponses, voir quel modèle est le plus efficace, parce qu'ils ont tous des spécialités. Il y en a qui sont meilleurs pour générer du code. Si tu veux générer du code Python ou PowerShell, whatever, il y en a qui sont meilleurs pour... ils acceptent un large contexte. Exemple, on a un gros rapport de sandbox. Ben, ChatGPT, son contexte qu'il peut accepter en termes de nombre de textes est plus petit que Claude 3, ou Claude 2, qui lui est plusieurs fois. Donc, lui, il est capable d'absorber un gros rapport de malware reverse engineering. Pour cette tâche-là, tu vas choisir ce modèle-là. Donc, il faut aussi que tu sois capable de choisir les bons modèles en fonction des problèmes que tu dois résoudre. Ouais, puis c'est un des points que tu mentionnais, puis ça, je trouve ça très intéressant. Là, je trouve intéressant, c'est parce que faut ramener au fait que ça coûte cher partir d'un modèle pour un modèle fondamental. Les gens se rendent pas compte à quel point ça coûte très, très cher l'entraîner parce que, puis tu sais, c'est abstrait, mais c'est du temps CPU, et du temps CPU, c'est de l'électricité, du cooling, tout ce que ça prend, et c'est très dispendieux pour le volume qui est exigé pour ce genre de choses-là. D'où d'utiliser le fait d'arriver en deuxième phase, plus en fine-tuner, d'utiliser un modèle déjà pré-entraîné, puis l'amener où on veut. Là. Oui, il y a aussi l'élément de temps, parce que créer un foundation model, ça prend du temps, beaucoup de temps. Donc, le fine-tuning, c'est beaucoup plus court. Donc, c'est moins de temps, et donc, ta solution va être plus rapidement sur le marché. Ça t'a coûté moins cher. Donc, ça, c'est là où on... du côté produit ou gestion de projet, si tu es dans le domaine gouvernemental, ben tu dois te dire, ben il faut que je livre parce que le ministre me dit qu'il faut que je livre à telle date. Ben moi, c'est mon CEO me dit qu'il fallait que je livre le 3 juillet. On est le 5 avril, j'avais 89 jours pour le faire. Ouais, mais c'est... Oui, effectivement. Puis ça aussi, c'est pas parce que tu mets 9 femmes que ça prend juste un mois faire un bébé. Il y a des contraintes de cette nature-là qui doivent être tenues en compte. Au-delà de l'argent, il y a quand même le temps que ça prend parce qu'il faut l'entraîner, ces 10 modèles-là. Puis c'est pas simple faire ce genre de travail-là. C'est exigeant, puis ça demande beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas à quel point ça peut représenter du défi. Oui. Un peu comme le DevOps, il y a du LLMOps. OK? Donc, on part des données. Au début, il faut savoir c'est quoi les connaissances qu'on veut mettre dans notre modèle. Donc, il faut aller faire le filetage, il faut aller chercher les données. Mais dans les données, les connaissances qu'on va chercher, des fois, il y a des faussetés.
Des fois, il y a des choses qui sont passées date, disons, sur des vieilles versions ou des choses. Donc, il faut vraiment que des subject matter experts, des experts, puissent aller relire toutes ces choses-là et enlever les mauvaises données. Parce que si on part avec des mauvaises informations, ben après, dans la réponse, tu risques de rencontrer les mauvaises informations. Et là, c'est pas de la faute du modèle, c'est de la faute de l'entraîneur, si on veut, qui est allé chercher les mauvaises informations. Donc ça, faut faire du tri constamment, je te dirais. Puis on n'est pas à l'abri de ça. Ouais, puis c'est pas simple, l'entraînement, surtout si on parle de modèle fondamental, en plus, c'est encore plus compliqué. Puis j'avais même vu des papiers que l'ordonnancement dans lequel on a envoyé les données dans le modèle d'entraînement ont une influence sur comment le modèle s'entraîne. Fait que c'est très, très fragile comme entraînement. Moi, je pourrais pas me lancer comme m'improviser comme entraîneur de AI demain matin, parce que le niveau de connaissance et de savoir les effets que ça va avoir à terme, c'est énorme, puis on ne mesure pas. Et le problème là-dedans, c'est que si tu l'entraînes pas bien, tu le mentionnais, c'est que tu dois le jeter au vidange, ton modèle, s'il fonctionne pas bien, parce que tu peux pas juste comme le corriger. Généralement, tu dois le jeter et recommencer à zéro, et c'est d'autant plus terrible la quantité d'argent que tu mets au vidange pour ce genre de choses-là. J'ai eu la chance de rencontrer des data scientists de d'autres grandes entreprises, de Microsoft et d'Amazon, par exemple, qui m'ont donné des excellents conseils, qui m'ont décrit leur processus. Donc, ça nous a aidé beaucoup, nous, quand on a fait le nôtre, comme tel. Pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux autres. On a appris, nous aussi, c'est pour ça que j'ai fait ces conférences-là, on a des trucs, des pièges à pas tomber aussi. Puis on voulait que ce soit transposable aux organisations qui sont venues à la conférence pour qu'ils, s'ils ont un projet, c'est pas si facile que ça. C'est facile de faire une preuve de concept. Moi-même, j'ai fait des preuves de concept avec OpenAI. Je faisais mes scripts Python. Ça fonctionnait dans ChatGPT. Mais, ouais, avec des vrais clients qui tapent des vrais prompts, ça fonctionne pas toujours. L'output, la réponse, c'est pas toujours pas. Non, c'est ça. Puis là, on arrive dans des contextes. Puis c'est là où l'aspect de cyber se remet en place, parce que je reprends l'exemple des tests unitaires qui sont faits en prog. Puis c'est un peu comme ça que tu testes un peu ton modèle. Tu fais tes tests unitaires, tu t'envoies un prompt, tu checkes la réponse, et si ça diverge trop, ben là, il y a un problème. Plus on avance, c'est ça, c'est facile de le faire quand on est dans un environnement synthétique, comme toi et moi, on va faire un environnement synthétique, c'est sûr qu'il est parfait, ça va bien. Quand on met ça avec des vrais humains qui sont beaucoup plus aléatoires, ça fonctionne pas de la même façon. Les gens vont mettre des choses, et ça, on ne parle même pas des gens qui veulent expressément casser le modèle et qui vont essayer de forcer les choses pour aller plus loin, là. Oui, ben dès le départ, ça, pour ceux qui veulent casser le modèle ou bypasser, faire du jailbreaking, ce qui était populaire au début de ChatGPT, dès le départ, parce qu'on est une solution de cybersécurité, on avait ce on a mis en place un filtre éthique, OK, et un filtre de piratage. Donc, le filtre éthique, lui, c'est si tu demandes à mon produit Companion, on l'a appelé Companion, notre Generative AI, ben, qui a déclaré la guerre en Ukraine? Ben, il va dire, ce n'est pas une question de cybersécurité, alors je ne répondrai pas à cette question-là. Donc, si on essaie de poser des questions sur des orientations sexuelles, des choses du genre, il va dire, non, c'est pas une question de cybersécurité. Donc, on focus sur la cybersécurité. Et si c'est quelqu'un, bon, on a pas juste des blue teamers dans un SOC. On a aussi des red teamers, OK, en devenir souvent. Donc, ils vont essayer de bypasser. Donc, si ça dit, génère-moi un code Python ou un malware ou un macrovirus qui exploite CVE 2024 ça va dire non, on génère pas de code malicieux. Donc, on a mis des filtres pour ça. Puis on n'avait pas le choix. L'autre élément, l'autre filtre qu'on a mis, était extrêmement important pour nous. C'était
tout ce qui était vie privée et information personnelle. Donc, on a mis de l'anonymisation. Donc, tout ce que tu rentres, donc s'il y a le nom d'utilisateur, David Girard ou David G, ça va le remplacer par user A, ça va l'envoyer dans le modèle, ça va retourner la réponse, puis là, on va faire le remplacement inverse. On va remplacer user A par David G. À ce moment-là, on n'a jamais envoyé des données confidentielles dans le modèle. Même si on avait pris les options aucune vérification par un humain, puis aucune persistance, on a décidé de prendre des précautions comme ça au cas où. Et à date, ça a rassuré beaucoup de nos clients qui nous ont demandé, beaucoup de clients qui nous demandent qu'est-ce que vous faites pour protéger nos données. On leur explique comment on fonctionne. Puis, on a eu une très bonne réponse. Les clients ont beaucoup aimé. Puis pourtant, beaucoup m'ont dit, hey, on n'a pas besoin de ça. C'est des steps de trop. Ça rajoute de la latence. Microsoft nous ont dit qu'ils ne regardaient pas les pommes. Non, en cybersécurité, vaut mieux être un peu plus proactif. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis, à certains égards, puis c'est pour ça que ça rassure, le Generative AI est une boîte noire pour bien des gens. Et de l'expliquer de cette façon-là, justement, enlève l'esprit de boîte noire parce que à tout moment, puis si vous lisez bien les petits caractères, notamment dans le ChatGPT, tout ce qui est envoyé peut être vu par un humain tout le temps parce que tout est enregistré. Puis il surveille beaucoup de choses. Donc, c'est des éléments comme ça. Puis à certains égards, puis ça a fait les nouvelles plus au début de ChatGPT 3.5 notamment, où il sous-traitait, notamment en Afrique, malheureusement, la vérification de tout ce qui était les cas limites. Dès qu'il frappait un cas limite, était envoyé par un humain. Fait que systématiquement, toutes les cochonneries qu'on pouvait voir passer étaient envoyées à être traitées par des humains parce que, bon, les filtres les faisaient. Donc, dans votre cas, vous avez, heureusement, comme tu expliques, tu as un filtre beaucoup plus important. Fait que dès que tu sors de la cyber, tu fais juste je te traite pas parce que tu n'existes pas. Fait que tu réduis ton exposition à ce genre de problème-là. Heureusement. Et c'est tout le défi des modèles plus généralistes comme ChatGPT ou Gemini qui, eux, servent à parler, ou Claude Tro aussi d'ailleurs, servent à parler à l'ensemble des populations et non dans un spectre très défini. Ça facilite énormément la vie parce que tu peux juste dire, ben non, ça m'intéresse pas. Puis l'autre aspect aussi, tu mentionnais, c'est les hallucinations. Vous avez entraîné les modèles pour limiter les hallucinations au sens où si tu connais pas la réponse, réponds pas. Ah oui, ça, c'est un des éléments de base comme tel. Pour les hallucinations, ben, sinon, OK, parce que t'as les données, les informations du produit ou de l'alerte de cybersécurité. Si c'est dans l'application du SOC, par exemple, tu peux dire, explique-moi cette alerte. Mais si tu tombes sur une information qui est pas dans notre base de données, ben là, le mode par défaut dans un modèle comme GPT 3.5 ou 4.0, c'est j'improvise. Même si tu as mis la température à zéro, la température dans les LLM, c'est le degré de créativité, si on veut. Donc, à zéro, il est censé n'avoir zéro. Aucun. Mais là, il va aller dans le modèle. Il va plus chercher dans les données du client ou les données de la cybersécurité qu'on l'a pré-entraîné. Il va aller carrément dans les données globales du modèle. Alors là, tu peux avoir n'importe quoi. C'est un peu ça pour les hallucinations. Au lieu de sauter dans les connaissances globales du modèle, il faut dire au modèle, si on n'a pas la réponse à partir des bases de connaissances qu'on a dans notre logiciel, eh bien, dis que tu n'as pas la réponse. Donc, nous, on a dit, il faut lui enseigner l'humilité. Que quand tu ne sais pas, tu réponds, je ne sais pas. Ce que les humains aussi devraient faire.
entre autres. Oui, mais ça, je connais pas beaucoup d'humains qui sont capables d'admettre qu'ils connaissent pas la réponse et inventent. Puis tu parlais de consultants précédemment, mais effectivement, il y en a beaucoup dans cette plage de gens-là qui vont inventer une réponse au lieu de simplement dire qu'ils savent pas la réponse. Fait que pour moi, son équivalent sont des chat GPT sur deux pattes. Oui. J'ai tiré la pipe un peu aux data scientists pendant ma conférence. Ce soir, c'est les consultants. Oh oui. Oui, puis je me gêne pas non plus parce que personnellement, ça m'irrite parce que ils nuisent à ma profession. Fait qu'ensuite, je me fais mettre dans le même sac que les autres, dans quel cas, moi, je ne fais absolument pas. Je suis contre ce genre de choses-là. Mais bref, c'est important. On revient au GenAI et on va lâcher les pauvres consultants. Justement, d'amener ce genre de choses-là fait que tu fais, vous réduisez la chaleur. Ça, c'est important, ce contexte-là, parce que ce que les gens ne comprennent pas, justement, la chaleur, c'est une induction d'aléatoire dans le modèle et tu réduis ça au minimum, puis il y en a peu ou pas. Oui. Mais en même temps, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand on va avoir un ChatGPT ou un Midjourney ou un DALL-E, c'est que ceux-là sont montés généralement de façon très élevée, justement parce que c'est voulu qu'il y ait du aléatoire dans le cheminement, parce que dans la chaleur, on peut l'expliquer par les réseaux neuronaux. Et normalement, les réseaux neuronaux, quand on réduit la chaleur, comme le terme que tu dis, c'est toujours le même chemin. C'est très simple. Quand on augmente la chaleur, il prend des chemins différents et là, on obtient des résultats différents. Ce qu'on ne veut absolument pas en cyber. Là. Non, comme on disait, il n'y a pas beaucoup de tolérance pour ça. Donc, on essaie d'éviter on essaie de faire le routing, si on veut, vers les bonnes bases de connaissances. Comme nous, notre agent, il peut autant donner de l'aide, des questions sur le produit lui-même. Donc, on a pris le online help, l'aide en ligne, puis on l'a mis dans du RAG, dans une base de données vectorielle. Et là, l'agent, s'il perçoit que c'est une question sur le produit en tant que tel, il va aller dans cette information-là, il va retourner les étapes pour déployer l'agent ou bloquer une paye. Il va dire au client comment le faire. Mais si c'est une question à propos du risque, parce qu'il est dans le module de risk assessment ou de gestion du risque, ben là, il va aller dans la base de connaissances de risque. Puis si du côté XDR, ben il va aller donner de l'information sur l'alerte ou générer une requête de threat hunting parce qu'il est dans l'application, il est dans la page de search, dans le search app. Donc, en fonction du contexte, faut faire le routing dans les bonnes connaissances. Puis si c'est ni l'un ni l'autre, ben là, il y aurait tendance à s'en aller vers les bases de connaissances globales de GPT 3.5 ou de Llama ou de n'importe quel modèle de fondation que tu as. C'est là le danger. Là, les réponses peuvent être, des fois, sont bonnes. C'est surprenant. Mais c'est là que tu peux avoir des belles surprises. Et c'est là que notre ami intolérant pardonnera pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut enseigner l'humilité. Mais c'est ça, en preview. Quand on a ce qu'on appelait anciennement des bêtas, mais dans le monde SaaS, on dit pas bêta, on dit private preview, public preview. OK? Donc, dans le private preview, c'est là que, comme product manager puis l'équipe de développement, on apprend ça parce que là, c'est plus l'équipe de test interne, c'est des vrais clients qui mettent ton produit puis qui te le découpent à Chansa. Puis, c'est bon de faire un private preview avant de s'en aller au public preview. Comme ça, tu as tout arrangé ces choses-là.
Ouais, notamment, puis justement, les clients sont assez brutaux sur la façon qu'ils tournent les produits, puis sur des use cases qu'on n'avait jamais pu imaginer pour les équipes de test interne, pour avoir fait partie à une certaine époque de ce genre de choses-là. C'est très particulier et il faut le tester dans la vraie vie. Mais je trouve ça très intéressant de voir que vous avez basé justement une espèce d'aiguilleur qui amène, ben, Oui, si c'est des choses qui sont connues, vous avez des bases de données spécialisées pour l'aider le AI à répondre correctement parce qu'il ne sait plus là-dessus. Le seul danger, c'est qu'il faut intercepter le fait que quand il commence à vouloir improviser, dire non, non, tu ne peux pas improviser, arrête là, puis arrête ton chemin. Là. oui. Fait que, faut faire ça. Puis, c'était une des choses qu'on a découvertes pendant la mise en application, après le déploiement, mais en preview. Donc, on a pu catcher ça, puis on a pu dire, bon, OK, on va, euh, on va régler la situation. Fait que ça fait partie des stratégies qu'on apprend. Puis, moi, je lève ma main, je lève mon chapeau à ceux qui font une application médicale. Parce que les autres aussi ne peuvent pas avoir beaucoup de faux positifs puis d'improvisation. Là. Donc, en cybersécurité, c'est un cas. Mais les gens qui font des systèmes de triage pour les urgences là, avec l'intelligence artificielle, je sais qu'il y en a qui le font, peut-être pas au Québec, là, mais dans d'autres pays. Parce que nous, on est encore au fax. Mais Ouais, mais là, je bitchais parce que je suis pas capable de me retenir. Le gouvernement a annoncé récemment qu'il voulait utiliser le AI pour réduire de moitié les dépenses, puis le temps d'attente, puis whatever, là, peu importe ce qu'il a imaginé. Là. j'ai hâte de le voir. Fait que, bref, on verra. Mais c'est pour ça que il y a des domaines qui ont des tolérances. Et nous aussi, on se met des objectifs. OK, les objectifs de 90%, de 95% de fiabilité, puis ainsi de suite. Puis après ça, tant qu'on les a pas, on va faire le fine-tuning ou on va faire du prompt engineering. Prompt engineering, on peut le faire overnight. Le fine-tuning, ben, faut le planifier. Faut rajouter des connaissances, en enlever ou en mettre ou rectifier le tir dans les connaissances. Donc, ça, c'est un peu plus long. On a quand même un LLM Ops assez rapide, mais c'est moins rapide que le fine-tuning, que le prompt engineering qui, lui, le développeur peut le faire, puis on peut le déployer dans les heures qui suivent. Ouais, mais c'est intéressant parce que justement, quand tu parles du LLMOps, c'est tout le volet auquel on doit mécaniser la vérification, puis tout ce cheminement-là que le DevOps nous a amené, le DevSecOps nous a amené. Là, on doit le faire la même chose pour le LLM, et dans lequel là, vous avez développé vos propres outils internes pour justement être capable d'aller bousculer le modèle que vous avez entraîné pour le ramener jusque le plus loin possible et justement de s'assurer qu'il ne fera pas comme ce que je pense que c'est ChatGPT qui a fait la crise du bacon, c'est-à-dire qu'ils l'ont poussé à bout et il a vomi ses données d'entraînement, notamment là, dans ce cas-ci. Là. Ben, ça, on a appris beaucoup du LMOps parce qu'on fait du machine learning. Le email en fait depuis 2003, l'endpoint pour l'anti-malware depuis les années 2015 ou 14, je ne m'en rappelle plus. Fait que ça, on change les modèles presque, on les met à jour presque à toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Donc, on a déjà des cycles et notre équipe de data science, c'est les mêmes data scientists qu'on a pour le machine learning, le deep learning, puis maintenant le generative AI. Donc, ils avaient déjà toute cette connaissance-là et de déploiement dans le champ, de mettre à jour les données d'entraînement, de mettre à jour les données de test, tester, puis après ça, déployer les nouveaux modèles et ainsi de suite depuis des années. Puis, si on prend mon produit Vision One, on est déployé dans 8 sites à travers la planète, puis on a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises
qui l'utilisent. Donc, des millions d'ordinateurs qui connectés dessus. Donc, faut que ça marche. Oui, il faut que ça marche. Vous avez pensé ça. Puis ça t'amène un point intéressant parce que les gens, puis j'ai eu à le dire dans quelques-unes de mes présentations également, le AI, comme on connaît maintenant, ce n'est que l'aboutissement de ce qui se passait avant. Puis ça fait techniquement longtemps en informatique qu'on vit avec du AI parce que dans ses formes les plus primitives, au début des années 2000, il y en avait là, dans ses formes primitives et il n'a juste que suivi la sophistication des capacités des CPU, des GPU, puis maintenant des TPU qui sont capables de justement d'aller beaucoup plus loin, mais le restant, les modèles, ça fait longtemps là, que ça existe. Oui, nous, c'est ça. J'ai appris que c'était 2003, puis c'était pour le spam. C'est le plus gros problème à l'époque, d'ailleurs, c'était le spam. Et c'est là que les balbutiements du machine learning ont été faits chez Trend Micro à cette époque-là. Puis depuis, on a tous les produits ont plusieurs types de machine learning, deep learning, natural language processing, puis et maintenant du generative AI. Puis c'est partout au niveau networking, email, mobile, endpoint, toute la cybersécurité l'utilise. Puis tous les vendors, en fait, si en 2024, il y a un vendor en cybersécurité qui n'utilise pas d'intelligence artificielle, je ne sais pas comment il fait pour aux millions de nouveaux samples tous les jours. Les signatures, oublie ça, les signatures, ça marche plus. Là. C'est le machine learning qui attrape le plus et certaines règles heuristiques. Si tu enlèves l'heuristique puis le machine learning, puis tu gardes l'antivirus de l'époque, parce que tu peux tuner tes produits, ben tu viens de te suicider. Hein. Ça prend le machine learning. Puis tous les produits actuels le font, ça c'est sûr. Sinon, oui, ben absolument. Là. Puis dans ce sens-là, de toute façon, la seule façon que tu dis, c'est la façon de ne pas mourir, effectivement, parce que les attaquants, eux autres, ont commencé à l'utiliser pour qu'on soit au même niveau qu'eux autres. Il faut qu'on ait des outils d'égale performance au minimum pour être capable de faire ça. Donc, le AI est un élément essentiel maintenant dans cette bataille-là. Ben, cet été, il y a eu le takedown de WarmGPT, qui était le pendant maléfique de ChatGPT, si on veut. Puis WarmGPT, il y a eu un takedown dessus. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'était générer des phishing plus vrais que vrais. Quasiment meilleur que les outils de campagne de phishing, de training. Là. OK? Donc, c'est bien. Il y a des faux sites web qui sont générés pour une fois que le phishing a fonctionné ou la fausse publicité a fonctionné dans Facebook, ben là, tu cliques pour acheter le produit miracle, puis c'est un faux site, puis tu ne recevras jamais le produit. Ils vont même te faire du chat pour te dire « Oui, le produit est rendu dans ton pays. Oh oui, il vient de passer les douanes. » Puis ainsi de suite. C'est tout généré automatiquement, ça. Tout ce chat-là, c'est du GPT maléfique. Donc, avec tous ces open source-là, qu'on peut télécharger, ben eux aussi peuvent le télécharger. Puis on sait qu'il n'y a pas si longtemps, ils pouvaient se trouver un ordinateur de gamer pour faire du blockchain. OK? Mais là, aujourd'hui, faire du coin mining. Pourquoi faire du coin mining? Je vais plutôt utiliser le GPU de ce gamer-là que j'ai hacké, puis générer du phishing, générer des fausses pages, puis hoster ça chez un autre que j'ai piraté. Donc,
Ouais, c'est plus payant. Ils vont à l'argent. C'est clair. Ça fait déjà quelques temps que c'est plus tellement payant de miner là, des coins. Là. Le coût à l'effort, l'effort pour arriver est trop démesuré par rapport au rendement, ça n'a plus de sens. Même dans des places où l'électricité coûte pas cher, notamment comme au Québec, c'est plus rentable de faire ce genre de choses, mais là, de façon là, monumentale. Et donc, avec Olama ou avec Lamafire de Mozilla, tu peux rouler des modèles 7 milliards de paramètres comme Mistral ou Llama 2, les versions les plus petites. Puis, il y a une carte NVIDIA RTX série 30 ou série 40. Ben, c'est optimisé déjà pour que les data scientists peuvent rouler ça chez eux. Mais les hackers peuvent le faire aussi. Donc, tu peux réutiliser du matériel consumer et avoir... Mais même sur un vieux laptop avec un CPU, avec ces modèles-là, tu es capable de générer 100 mots à la minute. C'est quand même assez... Ça va plus vite que moi, là. C'est quand même assez décent, puis c'est un peu... Puis c'est l'autre problème, puis... j'ai eu des discussions, notamment avec toi, mais tout, c'est le retour des beaux-frères qui connaissent comment fonctionne le AI, puis s'inventent des modèles dans leur sous-sol, puis font des affaires, justement parce qu'ils sont maintenant capables de le faire sur des laptops ou des ordinateurs de plus bas de gamme, parce qu'ils ont des modèles plus allégés. Stable Diffusion est un bel exemple au niveau de la génération d'images, parce que tu n'es plus capable de contrôler ce que ça fait. Il est quand même assez performant comme modèle. Ça prend pas un ordinateur très puissant, puis tu es capable de générer de la cochonnerie avec ça, notamment des problèmes si on parle de pornographie juvénile ou d'éléments comme ça. Ces modèles-là ne sont pas capables d'intercepter ou d'arrêter ce genre de choses-là. On met dans les mains des gens des outils qui sont beaucoup trop puissants pour leur capacité de compréhension de l'univers. Ben, on l'a vu avec le deepfake, que ce soit de vidéo ou que ce soit de bande sonore, avec 30 secondes de ta voix, on peut te faire dire n'importe quoi maintenant. Donc, on peut te faire un appel pour une thermopompe chez vous, t'enregistrer, te faire parler un petit peu, juste 30 secondes avant que tu raccroches, mais c'est assez pour ensuite donner ce sample-là à un modèle, puis te faire dire n'importe quoi pour faire de la fraude grand-parent, par exemple. OK? Donc, on appelle le grand-parent, on dit mamie, ou maman, grand-maman, je suis en prison au Mexique, vite, envoie 3000 $ canadiens pour que je puisse avoir ma caution. Et bien entendu, c'est exactement la voix de sa petite fille. Donc, quel grand-parent va dire non? Donc, ils vont faire le transfert bancaire, puis, et voilà. Donc, deepfake, c'est pas pour rien qu'avec la deepfake porn qu'on a eue cet automne, toute la vague, ça nous a amené plus de 400 nouvelles législations dans 40 États aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde. Donc, des législations pour autour de l'IA. Donc, c'est ça, là, c'est malheureux qu'on doive attendre des événements comme ceux-là pour que les États légifèrent. Puis jamais ils vont légiférer tout croche quand ils font ce genre de choses-là parce qu'ils n'ont pas la pleine réflexion de ce que ça fait. Fait que les lois sont un peu en urgence parce qu'ils ont peur et non parce qu'ils ont bien réfléchi à la situation et qu'ils l'encadrent de façon saine. Puis ça m'amène un peu à ce que la mention que tu avais faite quand on avait enregistré le podcast lors du Sécure. Justement, il faut permettre l'ouverture aux chercheurs, faut pas les bloquer. Puis ces législations-là, notamment aux États-Unis, sont très forts sur ce genre de choses-là. Ils vont bloquer beaucoup la recherche. Et on charle, les Américains, c'est étonnant parce qu'ils ne charlent pas là-dessus, mais à quel point il y a beaucoup de lois aux États-Unis qui bloquent la recherche de façon très importante. Et en même temps, c'est très utile, cette recherche-là. Elle nous sert donc de comment la positionner. Fait que tous ces gens-là qui vont en urgence légiférer sur du AI vont y aller avec leurs émotions et non avec leur rationnel, ce qui est un peu malheureux. Oui, faut prendre le temps. Là, on a une loi américaine. En fait, c'est pas une loi,
c'est une directive présidentielle sur l'IA qui vient de sortir. On a le European Artificial Intelligence Act qui était annoncé en décembre et qui sort publiquement ces jours-ci, fin mars, début avril. Puis, il y a certaines choses qui sont restreintes, comme l'utilisation militaire de l'IA, puis ainsi de suite. Il faut absolument que tu sois les forces armées d'un pays pour pouvoir faire ça, sinon tu peux pas. Nous, en cybersécurité, on a été classé comme étant un low risk. Fait qu'on n'a pas besoin de se conformer. C'est aussi parce que c'est là, d'ailleurs, l'exemple qui a été donné par les Européens, c'est les anti-spam. Donc, il y a quelqu'un qui leur a fait, c'est que si tu bannis tout type d'IA, même les bons vieux modèles de 2003 d'anti-spam, ben, tu vas voir que ta mailbox, ça va se remplir vite. Ah ouais, tout le bruit de fond d'Internet qu'on a plus, puis ça, on l'a tous vécu, ou nos vieilles adresses Hotmail, ou de Yahoo, ou ces affaires-là. À une époque, on recevait genre une tonne de spam, puis d'un coup, du jour au lendemain, ça l'a comme coupé parce qu'ils ont comme upgradé leur modèle de façon très importante. Et maintenant, on va retrouver avec 1 ou 2 par jour si on est malchanceux. Et pratiquement plus, contrairement à ces années-là où si on avait 1 ou 2 bons courriels dans la journée, par rapport au restant, c'était plus ça. Là. Le monde a changé. Là. Donc, on a été comme dispensé de devoir montrer puis documenter tout ce que notre modèle fait. Comme par contre les foundation models, comme Meta ou Claude 3 et ainsi de suite, eux vont devoir expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi les données d'entraînement qui ont été utilisées, les sources, et ainsi de suite. Ça va poser un problème pour des compagnies comme OpenAI, parce que eux, c'est du closed source. ChatGPT, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière vraiment de GPT 3.5 puis GPT 4. OK? Donc, ça risque de poser des frictions en Europe, par exemple. Donc, au Canada, c'est la loi C-27. Le gouvernement québécois, je pense pas qu'il y ait de loi sur l'IA dernièrement. Pas spécifique. La loi 25 en couvre de façon indirecte, mais on n'a pas de loi comme C27 qui avait, sur les 3 lois qui étaient faites et changées, tu avais un volet spécifique sur les AI. Là, il y a eu des consultations. Je ne sais pas si ça en est rendu vraiment, mais de ce que je me rappelle, il y avait comme une volonté de séparer ça, de l'enlever de C27 puis d'en faire un projet spécifique parce que la pilule était trop grosse à absorber, de modifier la vie privée, ajouter le AI et tout ça dans un même bloc, c'était peut-être un peu trop funky. Là. Oui, puis on a le Japon, Singapour, on est une compagnie globale, donc on surveille beaucoup le côté légal pour faire en sorte que notre IA puisse fonctionner dans toutes les législations. Un des éléments aussi à prendre en considération pour le choix des modèles, nous, ça a été le multilinguisme. Ça parle au Québec parce que tout doit être en français. Donc, on a choisi des modèles qui c'est pas tous les clients, pas tous les SOC analystes partout sur la planète qui sont fluents à écrire en anglais des questions. Donc, on a choisi des modèles multilangues qui permettent aux clients de pouvoir entrer les questions dans leur langue. Fait que ça, c'est un élément. Fait qu'au Québec, il faut que tu choisisses un modèle. Et un des gros, juste pour mentionner comme ça, tous les gros modèles étaient des géants américains, sauf le petit dernier, Mistral. Et Mistral, c'est fait en France. Et c'est un très beau modèle, une très belle compagnie. Et puis c'est fait, j'ai pas d'action là-dedans. Mais moi, je suis un fan de leur travail. Allez voir Mistral. Ils ont des très beaux modèles aussi. Puis j'espère qu'ils ne se feront pas écraser ou étouffer par la concurrence. Mais ils ont le voile dans les voiles, devant dans les voiles, puis c'est fait en France. Oui, très intéressant. On a fait un grand tour d'horizon de ça. Est-ce que tu as des aspects qu'on n'a pas couverts que tu aimerais discuter?
Non, on a fait un bon tour. Mais si d'autres éléments, on pourra faire des mises à jour à un moment donné. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un sujet qui évolue. On mentionnait, c'est comme les pneus, il faut les changer de façon régulière. Donc, effectivement, dans un an, on ne sera plus à la même zone qu'on est maintenant. Donc, effectivement, si l'occasion se présente, on pourra faire une mise à jour, oui. Ben, en fait, je vous dirais de surveiller un gros changement qui va arriver en 2020. On en a parlé dans la conférence. C'est le AIPC, le PCIA, avec toute cette panoplie de nouveaux matériel, de nouveaux PC faits par Dell, Intel et autres. Donc, l'IA va rouler dans votre PC. Donc, on va vous dire que votre PC est plus bon, vous pouvez le mettre à la poubelle. Puis, vous allez devoir acheter du nouveau matériel pour pouvoir rouler de façon confidentielle des micro-modèles ou des modèles petits, mais qui font 95% de ce que ChatGPT peut faire, mais localement sur votre hardware. Donc, c'est une guerre de matériel entre NVIDIA, Intel, AMD et quelques vendeurs comme Lenovo et Dell. Oui, au niveau des PC, mais je dirais que Apple est dans la game aussi parce que leur CPU sur appareils mobiles et ordinateurs maintenant sont déjà avec des modules, ce que les autres, je pense qu'ils appellent ça le Neural Engine, qui est justement fait pour rouler du AI localement sur leurs appareils. Puis je pense que la prochaine révolution va vraiment avoir lieu à cet endroit-là où on va rouler localement. La M3 est déjà performante. J'oubliais la M3 est performante. Déjà, tout en partant. Puis, Apple pourrait nous réserver bien des surprises parce que si on regarde toutes les entreprises qu'ils ont acquis dans le domaine des data science et de l'IA dans les derniers 2 ans, ils ont acquis énormément de startups en IA. Donc, il y a quelque chose qui va sortir d'Apple, c'est sûr. Ah, c'est sûr, ça va être très intéressant, mais bref, on va avoir des modèles qui vont rouler localement. Moi, ça va me rassurer quand que genre mon Siri ou mon Alexa ou peu importe, qui va rouler que sur mon appareil. Ça va me rassurer parce que je n'aurai pas dans le nuage, mais bref, très hâte de voir ce qui va se passer. Merci énormément pour ta présentation parce c'était un point de vue éducatif très intéressant. Merci d'avoir contribué au podcast aussi, de ramener plus loin la connaissance. C'est super apprécié. Merci et à la prochaine. Prochaine. Ça fait plaisir.